Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette émission spéciale préparée par la RTBF et Euranet+, le premier réseau radio d'information européenne. Tous les 5 ans, l'Union européenne a rendez-vous avec ses citoyens pour élire le Parlement européen. C'est un rendez-vous important. Le résultat de ce scrutin va tracer la voie que l'Union suivra pendant les 5 prochaines années. Il permettra aussi de choisir celui ou celle qui présidera la Commission européenne. Il y a 5 ans, c'est le luxembourgeois Jean-Claude Juncker qui a raflé la mise. Il est ce soir avec nous. Bonsoir Jean-Claude Juncker. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Ce soir avec vous, mais également avec Sandro Calderon qui est à nos côtés. Bonsoir Sandro. Bonsoir Olivier. Et avec les journalistes d'Euranet+, nous allons jeter un coup d'œil dans le rétroviseur de ces 4 ans et 5 mois passés à la barre de la Commission européenne. Et pour ceux qui sont restés 4 ans et 5 mois dans une cave, eh bien, nous avons demandé à Nicolas van den Skrik de dresser votre portrait. Dans une autre vie, Jean-Claude Juncker, vous avez été Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg, 20 ans. À cette époque, vous avez engrangé les records. Plus jeune ministre d'Europe à 28 ans, doyen des dirigeants au Conseil de l'Europe à 55 et tenace ministre des Finances à l'Eurogroupe, au point d'en devenir le président. De ce minuscule duché jusqu'aux 28 États membres, il y a un pas. Vous l'avez franchi en gardant à la fois cette simplicité et ce tempérament bien trempé. Exemple, face au Parlement européen, trop vide à votre goût, vous ne ménagez pas les députés européens. Le Parlement européen est ridicule, très ridicule. Je salue ceux qui se sont donné la peine d'être en salle. Mais le fait qu'une trentaine de députés assisent à ce débat démontre à suffisance que le Parlement n'est pas sérieux. Autre manière de secouer les habitudes, à la tête de votre commission, vous prévenez ce Parlement et le reste de l'Europe. Ma conviction est que cette commission sera la commission de la dernière chance. Soit nous réussissons à rapprocher les citoyens européens de l'Europe, soit nous échouons. Pour le reste, Jean-Claude Juncker, vous savez aussi vous montrer farceur, voire un brin cabotin. Pour les observateurs, c'est un délice. Pour vos collègues, cela peut être un brin déstabilisant. Après votre accolade, Viktor Orban, le dirigeant hongrois, en perd ses marques. Aujourd'hui, à quelques semaines des élections, le chapitre européen de votre vie touche à sa fin. Selon l'ancien juge belge à la Cour de justice de l'Union européenne, Franklin de Hoos, votre commission a été moins bonne que les meilleures, mais meilleure que les moins bonnes. Jean-Claude Juncker, oui. À en croire ce dernier commentaire, ce sera un bulletin moyen. Est-ce que vous auriez pu mieux faire? Moi, je n'accepte pas les bulletins de ceux qui ne savent pas. Vous considérez effectivement que lorsque vous avez notamment déclaré devant le Parlement européen que cette commission était la commission de la dernière chance et que l'on a entendu dans votre portrait, c'est celle qui devait normalement rapprocher, vous le disiez, l'Europe de ses citoyens. Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'y être parvenu? Enfin, mes impressions ne sont pas objectives, parce que j'ai un amour propre que je transporte à travers les différents cénacles. Et il m'arrive de m'en excuser, mais en fait, nous avons essayé, la commission que je préside, de rapprocher l'Europe des citoyens. Et nous l'avons fait en nous concentrant sur les grandes affaires, sur les grandes choses. To be big on big, comme on dit en français. Et nous avons réduit le nombre des initiatives que nous avons lancées. Les commissions précédentes lancèrent 230, 240 initiatives par année, et la mienne, 20, 23, 25. Nous nous sommes abstenus d'interférer dans tous les détails de la vie quotidienne des Européens parce que les Européens en avaient marre de voir la Commission s'occuper de tous les coins et recoins de leur vie quotidienne. Et donc, nous avons réduit le nombre des initiatives en nous concentrant sur les grandes choses. Les Européens, d'ailleurs, ce qui est une déception pour moi, ne s'en aperçoivent pas parce que dans tous les pays où je regarde les émissions de télé, des radios, on dit toujours l'Europe s'occupe de trop de choses et on ne mentionne jamais le fait que nous avons réduit considérablement les initiatives européennes. Nous avons retiré de la table du co-législateur, c'est-à-dire du Conseil des ministres et du Parlement européen, plus que 100 propositions qui étaient là en friche, qui étaient en train de discuter, où il nous semblait que l'enjeu ne valait pas le coup. J'ai eu, pour vous donner un exemple ridicule, mais sérieux,
j'ai empêché la Commission, alors qu'on me le proposa, d'harmoniser les chasses de toilettes. Bien que cela eût pour résultat une économie d'énergie assez substantielle, mais je me suis dit, voilà, au moment où il y a la guerre en Ukraine, où il y a le Brexit, où il y a l'apparition de M. Trump sur la scène internationale, ennuyer les Européens avec une initiative monstre sur les chasses d'eau, cela m'avait paru peu convaincant. Alors, votre recette pour rapprocher l'Europe des citoyens, c'est de ne pas s'occuper des chasses d'eau, on l'a compris, mais c'est également... Vous avez tout compris. C'est également d'inclure une bonne dose d'Europe sociale. Vous vouliez que l'Union européenne ait un triple A social. Oui. Est-ce que vous pensez que l'Union le mérite, ce triple A social, aujourd'hui ? Non, pas entièrement, mais je crois que nous nous rapprochons d'un triple A social. J'ai inventé cette formule pour faire contrepoids à cette idée que l'Europe devrait avoir un triple A économique, financier. Je disais à l'époque, je le redis aujourd'hui, qu'il faut aussi veiller à ne pas manquer la classification triple A sociale. Nous avons lancé beaucoup d'initiatives sociales, plus d'initiatives sociales que n'importe quelle commission avant nous. Je vous donne un exemple. Nous avons réformé la directive sur le détachement des travailleurs en fixant le principe, en nous mettant d'accord sur le principe qu'il faut un même salaire pour un même travail au même lieu de travail. C'est une grande réforme. Nous avons mis en place une autorité européenne du travail parce que je me sentais gêné, moi, ancien ministre du Travail et ancien ministre des Finances, d'avoir une autorité bancaire. Pourquoi ne pas avoir une autorité du travail qui veillerait à la bonne application des mesures que nous avons décidées dans le cadre de la directive renouvelée sur le détachement. Nous avons fait des propositions en matière de coordination des régimes de sécurité sociale. Nous avons fait des propositions pour mieux agencer la vie professionnelle et la vie privée. Mais on en parle très, très peu. Nous avons lancé un socle européen des droits sociaux en novembre, je crois, 2017. Qui n'est pas contraignant, mais qui fixe tout de même des principes. J'observe avec déplaisir que, bien qu'il y ait le principe numéro 6 qui dit qu'il faudrait avoir partout en Europe un salaire social minimum permettant à ceux qui travaillent, qui sont au travail, d'arrondir leur fin de mois, de ne pas être obligés à avoir un deuxième ou un troisième travail, ce qui est la réalité de beaucoup de travailleurs européens. On conteste ce principe, bien qu'il fût accepté par les 28 États membres. La réalité est que tout le monde parle de l'Europe sociale, mais lorsqu'il s'agit de prouver, en le faisant, que l'Europe peut être plus sociale, alors qu'elle doit devenir plus sociale, le courage quitte ceux qui sont très forts en parole. Alors, sur cette difficile question de la convergence sociale, je vous propose de retrouver notre collègue de la radio portugaise, Radio Renascença, Francisco Cabral. Au Portugal, les retraites minimales sont très basses. On est bien loin de la convergence sociale. Et les futures retraites sont menacées par la baisse natalité et le rapide vieillissement de la population. La Commission avait de grandes ambitions dans ce domaine. En quoi pensez-vous que vous pouvez concrètement aider le Portugal à surmonter ce problème ? Jean-Claude Juncker ? Oui, enfin, les systèmes de retraite et de pré-retraite et de l'accompagnement du vieillissement progressif des populations relèvent de l'autorité nationale et non pas de la Commission. La Commission, enfin l'Europe, je veux dire, la Commission n'étant pas l'Europe et l'Europe n'étant pas la Commission, mais... Vous avez un rôle de coordination. Oui, et d'incitation. Moi, je voudrais que les niveaux de retraite dans tous les pays de l'Europe, de l'Union européenne, soient ainsi faits que ceux qui sont à la retraite puissent vivre de leur retraite, de leur pension. Dans le cas du Portugal, il est vrai qu'au moment où il y avait un problème portugais, crise de l'euro, etc., le Fonds monétaire international avait tort d'exiger une réduction trop prononcée du niveau des retraites.
Nous avons corrigé cela. J'ai toujours dit que le Portugal méritait respect, tout comme la Grèce par ailleurs, qu'on n'a pas traité avec le respect requis. Je constate aujourd'hui que le Portugal, grâce aux éléments de flexibilité que j'ai introduits dans l'application et dans la grille de lecture du pacte de stabilité, se porte autrement mieux. Le Portugal fait très bien. C'est un peuple courageux, admirable, que j'aime beaucoup, ne fût-ce que parce que 20% de la population luxembourgeoise est constituée de Portugais. Bon dia. Alors, ces presque 5 dernières années à la tête de la Commission n'ont pas été de tout repos pour vous et pour votre Commission. Vous avez dû gérer ce que l'on a qualifié de crise des migrants, Sandro. Oui, une crise dont le pic le plus aigu date de 2015, avec l'arrivée dans l'Union de plus d'1 million de personnes débarquées en Europe sur les côtes grecques ou italiennes. L'année dernière, ce chiffre n'était plus que de 150 000 personnes. Exact. Parce qu'entre-temps, effectivement, l'Union a mis en place toute une série de mesures, comme la création d'un système de garde-frontières européen. Mais je pense aussi, surtout, à l'accord signé avec la Turquie pour stopper l'arrivée de ces migrants. Et l'une des mesures envisagées divise encore profondément les Européens, c'est la question de la répartition de l'accueil des migrants, au point qu'aujourd'hui, votre image est utilisée en Hongrie pour la campagne des élections européennes. Là-bas, vous êtes l'homme qui veut favoriser la migration en Europe. Alors Jean-Claude Juncker, en voulant forcer la main à la Hongrie et à certains autres États d'Europe centrale et orientale, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir accentué les divisions entre Européens tout en éloignant la perspective d'une solution pour réformer la politique d'asile en Europe? Oui et non. J'avais proposé, lorsque je me suis présenté discours d'inauguration devant le Parlement européen en juillet 2014, j'avais dit que la migration serait un des grands problèmes dont l'Europe aurait à connaître au cours des années à venir. La Commission a proposé un système de relocalisation, de réaffectation des réfugiés venant en Europe. Le Conseil des ministres a accepté cette proposition. Et donc ceux qui... Dans la douleur. Non, pas majorité qualifiée. Le traité est là pour être respecté. Le traité permet de décider sur des problèmes de ce genre par majorité qualifiée. Le Conseil des ministres a décidé par majorité qualifiée. C'est la norme européenne arrêtée par le Conseil des ministres. Moi, je suis perplexe devant le fait que le Conseil des ministres décide sur base d'une proposition sage de la Commission et que certains États membres ne respectent pas cette norme juridique posée communément, suivant les règles du traité, par le Conseil des ministres. J'ai toujours considéré qu'en matière d'accueil des réfugiés, il faudrait une dose prononcée de solidarité des uns avec les autres. Nous, Belges, Luxembourgeois et autres, nous ne connaissons pas les mêmes problèmes d'accueil pour ce qui est des réfugiés que la Grèce et l'Italie. Est-ce qu'on pouvait laisser seul l'Italie et la Grèce avec les devoirs qu'imposait l'accueil des réfugiés? Non. L'Europe est faite de solidarité et de compréhension des uns pour les autres. Et donc, j'aurais voulu que tous les États membres, après l'avoir décidé par majorité qualifiée, respectent, quant à leur application, les normes juridiques posées par le Conseil des ministres sur base d'une proposition, je disais, sage de la Commission. On ne pouvait pas laisser seuls les Grecs et les Italiens. Nous avons appuyé par 1 milliard d'euros les structures d'accueil italiennes des réfugiés. En Italie, on dit, voilà, l'Europe n'est pas solidaire avec nous. Nous l'étions. Justement, je vous propose d'écouter à ce propos la question de notre collègue de la radio italienne, Radio 24. Il s'agit de Gigi Donelli. Monsieur le Président, bonjour. Je suis Gigi Donelli de Radio 24, le Sole 24 Ore à Milano. Au cours des 3 dernières années, l'Italie a vu l'émergence des forces eurosceptiques qui ont souvent utilisé la question de l'immigration pour souligner la faiblesse de l'Union européenne. Les nouveaux dirigeants politiques italiens ont souvent souligné que l'Italie a été laissée seule. Le refus de certains pays de partager le poids humain de ce phénomène est d'ailleurs emblématique. Quelles leçons voulez-vous confier au prochain Parlement sur cette question très délicate? Je vous remercie pour ça.
Mais je dois dire et redire que l'Europe était solidaire avec l'Italie. On peut dire insuffisamment, mais tout de même, nous avons mis en place un système d'aide et d'appui qui porte depuis 2015 sur 1 milliard d'euros pour appuyer les efforts qui furent italiens d'accueillir dans de bonnes conditions, alors qu'elles ne sont pas toujours bonnes, les réfugiés. Moi, je persiste à croire qu'il y a là un manque de solidarité de certains États membres à l'égard de l'Italie. Pas de tous les États membres, mais de certains. De qui en particulier? Pardon? De qui en particulier? De quel État membre en particulier? Osez me nommer les pays qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. La Hongrie, par exemple? Exact. Mais justement, nous évoquions... Mais donc, moi, je reviens d'Italie, oui. J'ai passé deux journées en Italie et je constate sur place que nombreux sont les Italiens qui pensent que l'Europe ne fait pas suffisamment d'efforts pour l'Italie, ce que je regrette profondément. Nous avons appuyé par des aides portant sur 1 milliard d'euros les efforts d'intégration de l'Italie pour ce qui est des réfugiés. Et quant aux chiffres globaux, il faut savoir que depuis que je suis là, enfin, ce n'est pas le début de l'histoire, mais enfin, c'est la période qu'il m'arrive de revisiter, nous avons donné, entre guillemets, 130 milliards à l'Italie. Le plan Juncker en Italie a généré des investissements de l'ordre de 63,3 milliards. Les fonds structurels, appui européen pour la revigorisation de l'économie italienne, portent sur plus que 44 milliards. Donc, dans son ensemble, l'appui européen à l'Italie se chiffre à 130 milliards. Est-ce qu'il y a un Italien, un seul, qui le sait? Non, parce qu'un certain nombre de ministres italiens disent exactement le contraire. Ce sont des menteurs. Des menteurs. On a évoqué brièvement tout à l'heure justement vos relations tendues avec la Hongrie. Ces 5 dernières années, la question de l'état de droit a empoisonné les relations de la Commission avec plusieurs pays sur ce sujet, Sandro. Oui, et sous votre présidence, la Commission a lancé la procédure de l'article 7 contre la Pologne. Elle peut aboutir à une suspension alors, très improbable du droit de vote. Alors, si je dis improbable, c'est parce que cela nécessite l'unanimité des États membres. Bref, les outils à la disposition aujourd'hui de l'Union ne semblent pas très efficace. Et c'est l'objet de la prochaine question. Elle vous est posée par Florin Orban, notre collègue de Radio Romania. Bonjour, Monsieur le Président. La Commission était parfois très critique vis-à-vis de la Roumanie sur le respect de l'état de droit, surtout en ce qui concerne les réformes sur le système judiciaire roumain. Cependant, la majorité qui gouverne à Bucarest ne semble pas abandonner ces plans de réforme. Est-ce que la Commission aurait besoin d'instruments plus puissants, plus contraignants, pour faire respecter dans un pays membre l'état de droit quand il paraît être en danger? Enfin, on a souvent dit, je crois à raison, que l'article 7 du traité qui permet à la Commission, au Parlement et au Conseil de lancer des procédures contre des États membres pour manquement aux obligations qu'impose le respect de la règle du droit constituait une bombe atomique. C'est vrai. Le jour où la Commission a décidé de lancer une procédure article 7, donc pour manquement au respect de la règle du droit, la réaction fut très diffuse. Ceux qui nous invitèrent à lancer cette procédure contre la Pologne ont perdu courage en cours de route. Mais je crois qu'il est essentiel que la Commission agisse pour faire respecter la règle de droit et donc l'intérêt commun de l'Union européenne. Moi, je ne suis pas très en faveur de lancer des procédures semées à tout vent contre les États membres parce que je préfère le dialogue. Le dialogue à un cortège de sanctions qui ont du mal à se mettre en place puisqu'il y a la règle de l'unanimité qui préside à la prise de décision du Conseil des ministres. Mais je crois que nous avions raison, dans le cas polonais. On verra au cours des semaines et mois à venir quel en sera le résultat. Mais moi, je n'aime pas cette perception qui persiste dans beaucoup de milieux polonais à croire que la Commission aurait lancé une procédure contre le peuple polonais. Ce n'est pas le cas. Nous sommes en dialogue vertueux,
pas toujours vertueux d'ailleurs, avec le gouvernement polonais. On n'attaque pas la Pologne, on s'explique avec le gouvernement polonais. Et la question de notre ami était de savoir si les règles sur lesquelles peuvent prendre appui la Commission sont suffisantes. Je crois qu'elles ne le sont pas, et je voudrais que dorénavant, nous fassions un rapport annuel ou biannuel sur le respect de la règle de droit dans tous les États membres de l'Union européenne. Parce que nous avons aussi des problèmes, comme vous le savez, en Hongrie. On commence à avoir des problèmes en Roumanie, dont le Collège des commissaires aura à connaître demain. Je ne voudrais pas épingler un État membre par rapport à d'autres, mais porter un jugement objectif sur la situation du respect des droits dans tous les États membres. Lors de l'élargissement à 10 États membres en 2004, on fêtait la victoire de la démocratie à l'époque. Ah oui. Aujourd'hui, vous le disiez, on voit cette démocratie menacée. On parlait de la Pologne, de la Hongrie, de la Roumanie. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Écoutez, c'est une bonne question qui occupe mes nuits sans sommeil, qui sont nombreuses depuis que je suis président de la Commission. Moi, j'ai été Premier ministre lorsque nous avons décidé d'élargir la sphère de solidarité européenne vers les pays de l'Europe centrale et de l'Europe orientale. J'ai présidé le Conseil européen en 1997, où on a décidé l'élargissement vers les nouveaux pays qui ne sont plus de nouveaux pays, mais bref, façon de parler. Moi, j'étais transporté par une volonté de bien faire. J'ai caressé l'espoir, mais non pas caressé, j'avais la conviction que cette réconciliation entre l'histoire et la géographie européenne était le devoir de ma génération. Ceux qui étaient là avant nous ont fait ce qu'ils ont fait, ils l'ont bien fait. Et le devoir de ma génération était de rassembler autour d'une même idée, d'une même conception de la solidarité, ceux qui, par un funeste décret de l'histoire, étaient restés dans l'ombre continentale. Nous avions une vie facile, nous autres Européens de l'Ouest. Et ceux qui, à l'Est et en Europe centrale, évoluaient sous la dictature soviétique, se développaient sous un régime d'économie centralisée, avaient, me semble-t-il, le droit à avoir une place au soleil. Et pendant 10 années, ça s'est très bien passé. Et soudainement, à partir d'un certain moment, que je n'arrive pas à déterminer, à localiser du point de vue du temps, certains de ces pays ont pris de la distance par rapport au cortège des règles européennes. Ça me rend triste. Et ça porte atteinte à la conviction qui fut la mienne d'intégrer, sans les obliger, parce qu'ils le voulaient, ces pays, comme je disais, dans la sphère de solidarité européenne. Et se révèle aujourd'hui le fait que ces pays ayant connu un développement historique qui fut différent de celui de l'Europe de l'Ouest, n'ont pas, comment dire, intégré dans leur façon de penser le continent le canon des règles. J'en suis triste. Mais je travaille à mettre fin à cette séparation dangereuse, à mes yeux, de l'Europe de l'Ouest et de l'Est. L'Europe n'est pas constituée de 2 blocs. L'Europe doit respirer avec 2 poumons. Encore faudra-t-il que les 2 poumons veulent respirer ensemble. Il y aura bientôt aussi 2 blocs en Europe. On va parler du Brexit, parce que c'est un autre gros caillou dans votre chaussure pendant votre mandat. Le Royaume-Uni... Enfin, j'en ai beaucoup. Hein. Ça, c'est le plus gros, j'ai l'impression. Oui. Le Royaume-Uni, aujourd'hui, ne sait pas du tout où il veut aller. Vous vous êtes dit fatigué par le Brexit. Alors, je ne vais pas vous demander où vous en êtes sur l'échelle de la fatigue au niveau du Brexit. J'aimerais plutôt savoir si vous pensez si aujourd'hui, on s'achemine certainement vers un Brexit sans accord. Enfin, c'est difficile à dire parce qu'au moment où nous nous parlons, le gouvernement britannique est toujours en réunion pour voir quelle peut être la sortie du problème que Mais vous croyez à une issue avec un accord? Enfin, moi, j'y travaille. Je n'ose pas dire chaque minute parce que ce serait ridicule, mais j'y travaille constamment pour éviter ce qu'en français on s'est habitué à appeler le hard Brexit. Ça serait une catastrophe et pour le Royaume-Uni, surtout pour le Royaume-Uni, mais aussi
pour les pays du continent européen. Nous allons voir au cours des jours qui vont venir quelle sera l'issue de ce débat vigoureux qui est mené au Parlement britannique et au Royaume-Uni et aussi chez nous. Je disais l'autre jour à la télé italienne que si on comparait le Parlement britannique à un sphinx égyptien, le sphinx apparaît être un niveau vert. On ne sait pas vers où veut aller le Royaume-Uni. Nous n'étions pas dans un esprit de revanche contre le Royaume-Uni après la décision souveraine du peuple britannique de quitter l'Union européenne. C'est une mauvaise décision, mais enfin, c'est la décision du peuple britannique. Mais il faudra que le Royaume-Uni nous explique, millimètre par millimètre, vers où il veut aller. Il est en l'incapacité totale de se mettre d'accord au niveau du Parlement sur une quelconque issue à ce problème. À qui la faute, finalement? Est-ce qu'il faut remonter à David Cameron, qui était à l'origine de ce référendum, à Theresa May, qui a mené les négociations, au Parlement britannique, qui ne trouve aucune solution aujourd'hui? Oui, écoutez, si je disais aujourd'hui qui est coupable, est-ce que vous pensez vraiment que cela nous permettrait de trouver rapidement un accord? Non. Mais il est vrai que le gouvernement britannique conservateur avait en tête plus les intérêts du Parti conservateur que les intérêts du pays ou les intérêts de l'Europe. Je me rappellerai toujours que David Cameron, qui d'ailleurs a voté tout comme Orban contre moi lorsque je suis devenu président de la Commission, m'avait instamment prié de ne pas montrer mon nez au Royaume-Uni pendant la campagne référendaire, parce que, disait-il, la Commission était plus impopulaire au Royaume-Uni que dans les autres pays de l'Union européenne, ce qui déjà est une performance d'être plus impopulaire au Royaume-Uni que dans les autres pays. Et donc, cette campagne référendaire ne fut pas une campagne argumentaire. On n'a jamais expliqué aux citoyens britanniques quelles seraient les conséquences d'un départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. On découvrit pendant les mois de négociation, pendant les années de négociation, des tas de problèmes dont on n'avait pas informé les citoyens britanniques, que nous savions, parce que nous étions préparés à... Et précisément, justement, si les Britanniques ont voté en faveur du Brexit lors du référendum, c'est parce qu'ils ont été inondés de rumeurs pendant la campagne référendum, ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news. Et c'est la question de Magdalena Skajewska, notre consoeur de Polski Radio. Monsieur Juncker, bonjour. Bonjour à tous. Je voudrais vous demander sur la stratégie de lutte contre la désinformation et fake news, qui semble encore plus urgent peu avant les élections européennes en mois de mai. Les experts de cybersécurité, ils s'accordent pour dire que la task force East Stratcom, qui a été créée en 2015 pour justement lutter contre la désinformation, elle regroupe toujours trop de fonctionnaires, elle a toujours trop de moyens pour contrer des attaques de milliers d'agents russes qui diffusent des fausses informations. Au cours du dernier sommet européen à Bruxelles, les 28 États membres ont appelé à renforcer les efforts pour garantir des élections libres. Alors ma question est la suivante. Comment est-ce que la Commission veut justement renforcer les efforts dans ce domaine et pourquoi la task force East Stratcom manque toujours des moyens suffisants pour mener cette lutte? Merci. Mais, Madame, j'ai mis en place cette structure dont vous parlez et les États membres me demandent maintenant d'accroître les moyens en ressources humaines de cette task force. C'est toujours le même jeu. Les États membres demandent d'ajouter des fonctionnaires aux fonctionnaires et critiquent par ailleurs qu'il y a trop de fonctionnaires européens. J'en ai marre de ce discours. La même chose sur la mise en place d'un système de garde-frontières. On nous invite à faire plus, on propose 10 000 garde-côtes et les États membres refusent ou laissent sans réponse la question qu'ils posent. Il y a 30 pays qui sont reconnus être coupables de faire circuler des fake news au sujet de l'Union européenne. Que peut faire la Commission? Nous devons répondre du tac au tac. Et les fake news ne viennent pas seulement du monde extérieur à l'Union européenne. Le gouvernement hongrois
est un spécialiste des fake news. Le gouvernement hongrois, lorsqu'il m'accuse ou accuse la Commission de vouloir favoriser l'immigration illégale, ment. Les gouvernements n'ont pas le droit de mentir et la Commission a l'obligation de répondre à ces mensonges. Jean-Claude Juncker, on va devoir conclure cette émission. On arrive au terme de oui. l'émission. Dans 6 mois, tous ces soucis seront derrière vous. Vous partez à la retraite? Bon, enfin, écoutez, je fais l'Europe, si j'ose dire. C'est une expression arrogante et surfaite. Depuis l'âge de 28 ans, lorsque j'ai été nommé ministre luxembourgeois. Donc, je fais partie du paysage européen depuis plus de 30 années. Et donc, je ne vais pas quitter l'amour de ma vie, qui est l'Europe, après mon départ de la tête de la Commission. Vous n'avez pas reçu d'offres d'emploi comme votre prédécesseur chez Goldman Sachs ou d'autres? Enfin, j'ai érigé en principe une règle qui dit que les ex-présidents de la Commission ne peuvent pas prendre un emploi rémunéré sans l'autorisation de la Commission. J'y tiens beaucoup parce qu'il faut être exemplaire. Merci Jean-Claude Juncker d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Ce fut très agréable, pour une fois. Merci. OK. Voilà. Vous étiez excellent.